Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Meetup de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2022, nous enregistrons un Meetup numéro 2022.19 et aujourd'hui nous avons un invité en la personne de Christopher Maneux de Microsoft France. Bonjour à tous, bonjour Christopher. Salut. Hello. Salut. Mais avant de te donner la parole et de parler du sujet que tout le monde a vu sur la petite vignette quand ils se sont connectés sur le podcast, on va d'abord, comme on le fait d'habitude, passer quelques actualités en vue. Et donc, je vais d'abord passer la main à Adrien qui va nous parler de son retour, puisqu'on avait parlé la semaine dernière, du port tunneling, qui est une nouveauté introduite dans Visual Studio. Et donc, Adrien, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe avec les URL? Est-ce qu'elles disparaissent d'un jour à l'autre ou est-ce qu'on les a à perpétuité? Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça, effectivement. Donc, j'ai contacté directement sur Twitter en mode public, pour celui qui a suivi, Sayed Hashimi, qui m'a directement répondu dans 3 minutes après, comme quoi si le tunnel est souvent utilisé, on gardera la même URL, mais il n'y a aucune garantie que 2 jours après, il ne sera pas réutilisé par quelqu'un d'autre. Donc, potentiellement, il ne faudra pas se baser là-dessus pour les webhooks, pour le garder à long time. En tout cas, c'est peut-être l'idée qu'ils en avaient derrière. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'au final, ça permet quand même d'éviter, quand on fait un rebuild ou autre, de devoir reconfigurer toute la partie liée à la configuration. Et comme ils le vendent beaucoup, c'est pour tout ce qui est Power Apps, Webhooks et autres. Donc, si à chaque fois qu'on fait un build, on doit récupérer une nouvelle URL, c'est un peu délicat et c'est un peu consuming time. Ouais, donc, on va voir parce qu'à mon avis, il y aura sans doute des demandes pour que ça dure au moins un jour, 2 jours, pour pas non plus d'un jour à l'autre commencer à changer toutes les configs. C'est ça. Moi, entre-temps, je me suis inscrit sur la liste d'attente. Moi, j'ai pas encore eu de nouvelles. Mais si jamais il y a une nouvelle, je ferai la petite démo. Ça peut être sympa d'avoir au moins des retours, à moins que la personne qui est de Microsoft France ici a peut-être déjà eu ce genre de... Ah, il sourit. Non, j'ai eu tellement de choses post-build que je suis en retard malheureusement sur plein de trucs. Donc j'ai eu des choses, mais j'ai plein de choses que j'ai pas encore eu le temps de tester. Ouais. D'accord. Donc voilà, après une nouvelle un peu moins politiquement correcte, ou j'ai envie de dire, ou je sais pas, c'est triste, j'ai envie de dire, Denis, c'est toute sa jeunesse. Voilà, Internet Explorer a fait ses adieux. Voilà, Internet Explorer fait ses adieux au web. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui l'utilisent, Internet Explorer, mais quand même, au fur et à mesure du temps, Microsoft avait effectivement annoncé ça va être la fin, c'est la fin, puis le support est là, il y a une extension de support, etc. Et donc maintenant, on arrive avec une version où les consommateurs du web de la première heure des années 2000, qui l'ont immanquablement utilisé, donc comme moi, avec son petit E bleu que tout le monde connaît, qui est toujours dans Edge et qui a un peu évolué, mais à l'époque, qui est arrivé avec Internet Explorer. Donc, il nous a accompagnés dans les premiers pas de la toile, et c'est arrivé le 16 août 1995. Et en une poignée d'années, il était quasiment le seul navigateur Internet utilisé par le grand public et les entreprises à l'époque. Il a même été pointé du doigt pour abus de position dominante par la concurrence. Et donc, Internet Explorer représentait ainsi plus de 95% de part de marché en 2002. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui, le 15 juin 2022, que officiellement le support se termine, que l'utilisation se termine. Et donc, je pense qu'on ne va pas le pleurer avec tous les avantages qu'on peut retrouver dans les nouvelles versions, notamment dans Edge et dans les autres navigateurs. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont là. C'est plus le moment nostalgie que je voulais mettre en avant. On verra. Autre chose, mais... Oui. Il n'y avait pas eu un enterrement pour un autre navigateur dans le temps où vous avez vraiment fait un cérémonial avec le cercueil, il y avait des gens qui l'avaient porté. Je ne sais plus c'est qui avait fait ça. C'était un autre. Comment? Si, c'était pour iOS 6, je crois. Il y a eu beaucoup de choses pour iOS 6 à l'époque. Ouais. Voilà, tu vois. Ici, tout le monde l'a oublié maintenant, i11, le dernier. Et dans les autres nouveautés, il y a maintenant quelque chose qui n'a rien à voir avec Internet Explorer, c'est ARM64. Que peux-tu nous dire là-dessus, Adrien? En fait, il y a une actualité qui est sortie, je crois que c'est hier, sur le support d'ARM64 au niveau Visual Studio. Je pense que ça va dans l'idée du nouveau device que Microsoft a annoncé durant la build, qui va permettre de pouvoir, en tout cas, développer sur un appareil, un peu un Mac mini, version Microsoft Mini. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, le nom final, mais
Je trouvais ça assez sympa, en tout cas, l'idée d'avoir un device. La seule chose que moi, je continue à me poser comme question par rapport à ce device, en tout cas, c'est la performance qu'il aura par rapport à des gros i9 qui aujourd'hui permettent de compiler en un éclair pas mal de choses. Mais de manière générale, c'est ici surtout cette approche de pouvoir supporter la RM64 sur les applications, que ce soit native en Windows 11 ou en tout cas dans Visual Studio pour le développement qui est derrière. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pu voir à ce niveau-là. Je trouvais ça assez intéressant avec l'émulateur qui était intégré dedans au niveau du blog. Maintenant, il faut voir à terme qu'est-ce que ça va donner, puisque c'est quand même pas un truc qui est simple à mettre en place. Quand je vois comment Mac Mini, enfin le processeur M2 chie déjà, M1 chie déjà pour pouvoir compiler le code, que ce soit même pour Mac en interne ou tout ce qui est .NET avec un composant externe. J'attends de voir comment ça va se passer, si ça va se passer dans la douleur ou dans la facilité chez Microsoft. Donc, d'un autre point, dans les autres petites news, il y avait plein de petites news concernant les previews. Et là, il y a une tripotée de previews au niveau de .NET 7, au niveau d'ASP, etc. Enfin, donne-nous un petit peu un feedback de ça aussi. De manière générale, c'est vrai, effectivement, il y a la .NET 7 Preview 5 qui est arrivée, pour que ce soit pour le .NET, que le ASP.NET Core, le Entity Framework 7 et ouais, c'est ça, Entity Framework 7. Il y a pas mal de choses. Comment ? Ça avance vers la version 7, tout doucement. C'est ça. Il y a pas mal de choses. Ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire que il y a beaucoup d'évolutions, que ce soit au niveau performance ou même des commentaires que la communauté a émis, qui vont permettre de quand même pouvoir donner encore une version 7 encore plus stable, tout en sachant qu'on ne sera pas dans une LTS, puisqu'on est en version impair. Ce qui veut dire qu'il faudra prendre ça avec parcimonie. Si malheureusement, enfin, si heureusement vos composants sont intéressants, enfin, les composants qui ont été ajoutés sont intéressants pour vous, il faudra quand même déjà planifier à l'avance d'avoir une migration vers .NET 8 une fois qu'il sortira l'année prochaine. Mais parmi tout ça, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une amélioration du maths avec des gros changements au niveau des maths. La réflexion ML.NET, il y a du code gen, il y a du loop optimization, j'ai vu du modernize de GIT, pardon. Et alors, moi, ce qui m'intéressait un peu plus, c'est plus au niveau ASP.NET Core, où j'ai pu voir qu'il y avait une amélioration du JWT, que tout le monde sait que c'est un peu la misère, la croix et la bannière pour pouvoir mettre ça en place. Et ici, au niveau de la configuration, c'est un peu mieux, j'ai envie de dire. Un truc que je ne recommanderais jamais en entreprise, mais qu'ils ont amélioré, c'est le Minimal API avec les paramètres binding, avec un support pour une multi-argument list. Et ce qui, moi, m'intéresse le plus, parce que j'en fais beaucoup pour le moment, c'est Entity Framework 7 avec la possibilité d'utiliser le TPC, le Table par Concrete Type. Au lieu d'utiliser avant le TPT, Table par Type, maintenant on peut avoir des Concrete Type à la place, et ainsi qu'une amélioration du TPH, le Table par hiérarchie. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pu voir. Il y a d'autres actualités, mais ça m'intéressait un peu moins dans mon cas, et on mettra tous les liens évidemment dans le. Ce que j'allais dire, à mon avis, le plus simple, parce qu'il y a des listes et des listes avec plein de nouveautés tout plein. On va mettre les liens dans les notes de la vidéo YouTube et sur le site, sur DevApps. Si vous êtes intéressé, vous aurez les liens. Il suffit d'aller lire après en détail ce que vous voulez prendre et ce qui vous intéresse ou pas. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Parce que dans le fil conducteur, dans le petit document, je ne vois pas autre chose. Sinon, on passe au gros morceau, l'aspect de la présentation. J'ai rien vu de plus, moi. Rien vu de plus. Alors, on va donner la main à Christopher. Peut-être qu'il va nous dire en 2 mots qui il est. Comme ça, les gens qui ne te connaîtraient pas encore, je ne sais pas qui, mais enfin, imaginons, pourraient ainsi le savoir. Et puis, on te laisse la main, partager l'écran si tu as besoin, pour pouvoir nous parler aujourd'hui de déploiement. Je trouve, le titre était un petit peu mystérieux, donc on va voir exactement de quoi on va parler. On te laisse la main. Ouais, tout à fait. Merci, Denis. Donc Christopher, je suis Cloud Advocate chez Microsoft. Ça veut dire quoi? Mon rôle, en fait, il est double. Le premier, c'est d'aller vers les communautés pour les aider. Alors ça peut être de plein de manières, ça peut être des présentations de produits ou de nouveautés comme j'ai fait à Build en France. Ça peut être pour aider à diffuser des bonnes pratiques qui ne seront pas forcément propres à Azure ou à Microsoft, pour contribuer sur des projets open source également. Et l'autre côté, c'est parce que je suis en contact avec vous, vous pouvez râler auprès de moi. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les francophones. On a en général tendance à
a plus râlé, ou du moins plus directement que d'autres régions dans le monde. Et moi, je suis un gros râleur aussi en interne. Et en fait, mon job, c'est aussi de prendre ce feedback-là des gens de la communauté pour le remonter à nos équipes produits. Sans en détailler toute la hiérarchie qu'il y a chez Microsoft, mais en fait, moi, je me situe dans l'engineering Azure, même si je suis effectivement chez Microsoft France parce que je dépends, parce que je suis basé en France, donc voilà, d'un point de vue administratif, salaire et tout ça, tout est fait en français. Mais je suis pas du tout rattaché à la filiale française. Pour ceux qui travaillent avec eux, les Cloud Advocates, on est globaux, donc notre terrain de jeu c'est le monde entier, même si bon voilà, je suis en France, donc forcément faire des choses en français, en France ou en Belgique, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Alors le sujet qu'on avait échangé avec Adrien, c'était de vous parler de déploiement d'applications cloud, mais on pourra déborder un petit peu sur d'autres choses, et notamment de vous parler d'un projet open source sur lequel je travaille avec un collègue pour vous aider à déployer plus simplement vos applications sur Azure. Alors, le titre, on avait mis déployer vite et déployer bien, je crois, sur le Meetup. C'est ça, ouais. Vous connaissez tous le triptyque, on peut faire les choses vite, on peut faire les choses bien, on peut faire les choses pas chères, mais on peut jamais faire les trois ensemble. Il y en a toujours un qui est, c'est soit vite et bien, soit vite et cher, voilà. On va essayer de faire les trois en même temps ce soir. Défi. Je me doutais que tu allais dire ça. Tu allais Voilà. réussir à faire les trois. Et pour ça, on va déployer ensemble une appli sur Azure, et on va partir du principe que on ne connaît pas forcément Azure, même si je suppose que, enfin, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà bien, voire très très bien Azure, et on va voir justement le parallèle qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premières applis que vous avez déployées sur Azure, mais je pense que pour ceux qui font de l'Azure depuis un moment, si vous vous rappelez de votre première appli, vous ne referiez pas les mêmes choses aujourd'hui. Parce que en découvrant Azure de plus en plus, en travaillant dessus, vous vous êtes aperçu que, par exemple, au hasard, c'est bien d'avoir une convention de nommage pour ces ressources, que peut-être que si on fait du FinOps, de la gestion financière ou autre, il faut mettre des tags en place pour pouvoir identifier ces ressources. Finalement, la première application qu'on va déployer sur Azure ou sur un autre cloud, mais on découvre une nouvelle plateforme, et donc on a plein de choses à découvrir. Ça va peut-être fonctionner, mais on n'aura pas fait de monitoring, la sécurité, ça sera comme ça, et voilà. Donc, j'ai pas de slide, j'ai juste mon écran, donc je vais commencer à partager mon écran. Et n'hésitez pas, bien évidemment, voilà, c'est un meet-up, c'est un format meet-up, donc je suis bavard, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions à n'importe quel moment. Et je remets juste ma fenêtre Teams sur mon autre écran, comme ça, je vous vois un petit peu. Alors, je suis sur une appli qui est vraiment super bête. Elle fait absolument rien à part rendre un fichier HTML depuis Node.js, et tout ça dans un Docker. Donc, c'est peut-être over-engineer pour déployer une page statique pour l'instant. Mais le point de départ de mon histoire, c'est voilà, je commence un nouveau projet, peut-être une idée de produit, de start-up, etc. Et donc, j'ai pas grand-chose au départ. Donc, tout ce que j'ai, c'est ces fichiers-là, mais ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir dans CodeSpaces. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de GitHub CodeSpaces, globalement, c'est un environnement de développement qui est hosté dans GitHub, donc on ne déploie rien en local. On y accède depuis son navigateur ou depuis Visual Studio Code installé en local, mais si on va compiler notre application ou si on va aller l'exécuter, tout ça, ça va s'exécuter dans GitHub, sur le cloud, et pas sur son propre PC. Tout ça, c'est basé sur c'est pas encore une norme, mais c'est basé sur un truc qu'on appelle les dev containers. Et donc, en fait, j'ai un fichier ici, dev container, et un fichier Dockerfile qui décrit mon environnement de travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous partager son environnement de travail. Et donc,
Excuse-moi, pour information, il y a déjà une présentation sur DevApps sur les dev containers aussi. Donc, Bon, alors, voilà, c'est très intéressant pour ouais. ceux qui suivent la vidéo. Alors j'en dis pas plus et je vous invite à aller regarder le replay du coup. Voilà, donc là je suis dans mon appli. Vous voyez, en fait, j'ai juste. Alors même si vous faites du .NET, on va arriver à se comprendre parce que c'est tout simple. J'ai donc dans mon appli web Node.js, j'ai juste une route qui renvoie le fichier index.html et c'est tout pour l'instant. Ça c'est dans un fichier Docker. Normalement, j'ai déjà buildé. Non, je n'ai rien buildé du tout. Donc, on va builder l'image. Docker build des. Ouf. Donc là, c'est pour vous montrer typiquement l'étape de compilation. Là, je ne l'exécute pas sur mon PC, je l'exécute dans CodeSpaces. Et donc ça, ça peut être. Il y a deux choses que je trouve super cool dans CodeSpaces. Et j'utilise pas que ça, j'utilise encore un Visual Studio bien installé sur mon poste de dev, etc. Mais le premier truc cool, c'est on package tout. Et donc du coup, en un clic, on retrouve tout son environnement. Dès que par exemple, j'ai pas Node.js installé sur ma machine. Et l'autre truc, c'est que des fois, on a besoin d'un petit peu de puissance. Là, je suis sur un PC qui a 2 ans et quelques, qui commence un peu fatigué. Ben là, on a toute la puissance. Et pourtant, on peut faire des trucs cool comme runner un Docker. Je crois que c'est le port 80. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Ça doit runner sur une autre tab des CodeSpaces. Du coup, le 80-80, bah non, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi il est lent. J'ai peut-être cassé mon conteneur tout à l'heure en l'éteignant. Mais globalement, là, ce que j'ai, c'est un Dockerfile avec tous mes fichiers. Et le résultat que je veux atteindre, c'est déployer ça sur Azure. Donc, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais, comme j'ai buildé mon conteneur, en fait, je pourrais faire un Docker push pour aller le pousser sur une registrie. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je vienne dans Azure, éventuellement que je crée une registrie, ensuite que je crée une web app à la main. Et autant j'aime beaucoup le portail, c'est toujours un sujet, ça, quand on parle de cloud, qui a le meilleur portail des clouds. Moi, je trouve le. Et visiblement, vous m'entendez encore? Oui? C'est haché? Ouais, il y a eu une petite coupure de quelques secondes, ouais. Ok. Et maintenant, c'est revenu. Tu crachais sur le portail de Azure. Ouais. Non, tu disais que les autres étaient Alors, je vais changer de micro. Je vais prendre le micro de ma caméra. Comme ça, si mon oreillette saute, au moins, je vous entendrai peut-être pas, mais vous aurez le son. Le portail d'Azure a été fait pour des gros projets. Donc, c'est sûr que quand on s'immerge dans le portail Azure, bon, il y a plein de choses à découvrir un petit peu partout. Après, quand on commence à avoir une certaine complexité et qu'on le connaît, parce qu'il y a plein de trucs et astuces à connaître, il est assez cool. Néanmoins, là, je suis en train de créer un projet from scratch. Je suis en train de remplir tous mes settings, etc. Je dis que je peux publier un Docker container et tout ça. Ça, je vais le faire pour mon premier environnement, qui est peut-être ma démo, qui est peut-être ma prod direct, ou juste un environnement de dev. Et puis quand je vais vouloir créer le prochain, je vais devoir refaire la même chose, penser à mettre les mêmes settings, etc. Ça, quand on commence à faire du cloud depuis un moment, on sait que tous les trucs à la main, c'est pas ce qu'il faut faire. Et que scripter avec la ligne de commande, notamment la Azure CLI, c'est pas non plus quelque chose qui est finalement très recommandé. Parce que la CLI Azure, en fait, on lui donne des ordres et elle va refaire ces ordres-là. Donc oui, c'est mieux d'avoir un script Azure CLI que d'avoir juste des copies d'écran dans un Word en disant tu cliques ici et tu remplis tel champ, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir grandir avec votre projet. Et donc, la réponse à ça, c'était de faire de l'infrastructure as code, de décrire son infrastructure
en tant que code et en fait d'appliquer cette infrastructure. La grosse différence pour ceux qui ne connaissent pas, entre la CLI et l'infrastructure as code, c'est qu'en fait la CLI, c'est une recette de cuisine, globalement, et en fait on va refaire la recette de cuisine à chaque fois, alors que l'infrastructure as code, pour la partie on va voir Terraform et Bicep, en fait c'est plus quel est le résultat attendu. Moi je veux une tarte aux myrtilles qui fasse 25 cm de diamètre avec de la pâte par-dessus. Et en fait on va comparer l'état réel avec cet état qui est désiré, ce que l'on souhaite, et si ça diverge, eh bien, en fait, le système va automatiquement appliquer les bonnes modifications pour retrouver l'état que l'on souhaite. Et comme c'est du code, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir le versionner, on va pouvoir faire des pull requests, de la code review, du lint, des tests automatiques, enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire pour du code, mais pour notre infrastructure. Par contre, là, je pense que voilà, ceux qui découvrent ça, vous avez compris que déjà, c'est dans le bien. Là, on est peut-être en train d'aller dans le déployer bien. Par contre, on n'est pas en train d'aller dans le déployer vite. Il va falloir apprendre Terraform, il va falloir apprendre l'infrastructure as code, les bonnes pratiques, etc., etc. Et c'est pour ça que, avec un collègue de Microsoft, également Advocate, on a créé Nubgen. Donc Nubgen, en fait, c'est un générateur d'infrastructure as code. L'idée, c'est que vous ne connaissez rien du tout à l'infrastructure as code, voire vous ne connaissez rien du tout à Azure. Vous allez sur nubgen.com, vous choisissez votre outil d'infrastructure. Donc pour l'instant, on a très bien implémenté Terraform et on est en train d'implémenter Bicep. Vous choisissez un nom de projet, donc par exemple Scuba DevOps. Donc ça c'est facile, le nom de projet. Et ça en fait on va venir l'utiliser dans tous les noms de ressources et notamment toutes les URL qu'on va générer pour vous. La région dans laquelle vous le déployez. Alors, on n'a pas toutes les régions Azure, mais on en a quelques-unes. Donc, on va choisir Paris, Cocorico. Le type d'application que vous déployez, est-ce que c'est une application Java, Spring, est-ce que c'est une application serverless ou une web app, avec tout un tas de configurations déjà disponibles. Je vais en reparler de ça juste après. Là, pour l'instant, je suis dans un truc assez basique, une appli qui tourne en Docker et je fournis le Dockerfile. Là, on peut rester sur gratuit pour l'instant. On peut rajouter une base de données. Et là, je vais passer rapidement sur ça. On pourra y revenir après. Je vais juste cocher GitOps parce que vous allez voir que ça va nous aider. Et là, je peux faire télécharger la configuration. En fait, ce que ça va me faire, c'est que ça va me télécharger un zip où je vais retrouver toute ma configuration Terraform ou Bicep. Et donc là, si j'essaie d'ouvrir ça, alors, je pense que ça va s'ouvrir sur l'autre écran. Oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Terraform? Si vous pouvez lever la main, enfin faire une petite réaction. Ok, donc il y en a qui découvrent. Donc en fait, cette infrastructure as code, eh bien, ça se présente comme ça. Je vais vous zoomer ça. Hop. Non. J'ai passé mon VS Code en français pour build et je suis perdu. Mais totalement perdu. Ben ouais, mais on voulait faire parce que je sais qu'il y a des gens, ça les perturbe. Quand j'explique le portail Azure, le premier truc que je dis aux gens, c'est de le passer en anglais. Mais alors, si tu veux tout savoir, il était en français encore de build et je l'ai repassé en anglais juste avant 10 minutes avant qu'on commence parce que j'en pouvais plus. Et globalement, donc Terraform, c'est un produit open source qui est fait par une boîte qui s'appelle HashiCorp, qui permet d'écrire en fait des infrastructures principalement cloud via du code qui ressemble à ça et qui marche pour Azure, mais aussi pour d'autres clouds, voire pour d'autres services. Je pense par exemple à Cloudflare pour la gestion de la sécurité, du cache, du CDN de vos noms de domaine. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, au lieu de créer par exemple un resource group dans Azure, donc on va dire en fait je veux un resource group, le nom, ça va être une variable, et la variable elle est définie un petit peu plus haut. Et puis j'ai ici
j'ai un suffixe, on pourra parler de la convention de nommage. Et puis j'ai une application qui est définie ailleurs. Donc on peut aussi faire de la composition, c'est-à-dire que là en fait ce fichier main.tf c'est mon programme.cs entre guillemets, c'est mon main, mais en fait je vais pouvoir appeler les choses que j'aurais définies ailleurs, comme si j'avais créé des classes et que j'avais défini une partie de mon code ailleurs. Et c'est ce qu'on génère aussi, c'est-à-dire qu'on ne génère pas juste un gros fichier Terraform ou Bicep énorme qui est immaintenable, mais on génère des modules qui comprennent les principaux services d'Azure. Donc, bon, ça c'était pour vous montrer un petit peu si vous ne connaissez pas l'infrastructure as code. Mais ce que je propose, c'est qu'on peut donc télécharger ça en local, parce que les fichiers Terraform ou Bicep, on peut les exécuter depuis notre CLI en local. Mais là, l'idée, c'est de faire les choses bien. Et donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place une CI/CD pour aussi déployer notre infrastructure. De cette manière-là, n'importe qui dans l'équipe pourra déployer l'infrastructure si besoin. Et donc là, je vais faire copier ce cœur-là, que je vais venir exécuter dans mon code spaces. Et donc là, si on regarde le source control, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça m'a créé tout un tas de fichiers, mais ça a venu me les créer directement dans mon code spaces. Et du coup, je vais pouvoir committer tout ça. Alors, je vais juste créer un nouvel environnement, une nouvelle branche pour ça. Et je vais tout faire sauf ça. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et puis, je vais ajouter un petit message de commit. Et je pense que je suis bon. Voilà. Donc ça, je vais le committer. Je ne vais pas le pusher, parce que l'objectif, c'est que ça soit exécuté par GitHub Action directement. Par contre, à un moment donné, il faut que je connecte ma souscription Azure à ma GitHub Action. Et donc pour ça, si vous connaissez un petit peu Azure, il faut créer un service principal, une espèce de compte de service. Il faut venir mettre ces informations en tant que secret dans GitHub Action. Et en fait, pour simplifier la vie des utilisateurs, encore une fois, surtout quand on débute sur Azure, on a créé un outil en ligne de commande, alors que j'ai exécuté juste avant de démarrer le meetup. Donc là, en fait, j'ai cloné ce repo en local dans WSL. Et là, ici, j'ai en termes de prérequis, j'ai la CLI Azure qui est déjà connectée à mon compte. Et puis, j'ai la CLI GitHub qui est aussi connectée à mon repo GitHub. Et en fait, la seule chose que je vais exécuter, c'est nubgen GitOps. Et en fait, vous voyez toutes les étapes qui ont été faites ici. Donc, ça check si notre projet est bien dans GitHub. Est-ce qu'on a déjà ou pas la configuration GitOps? Parce que là, si je le réexécute, du coup, il va dire c'est déjà tout configuré, donc je ne fais rien. Ça récupère la souscription courante, ça crée les secrets dans GitHub automatiquement. Et puis, ça va faire des choses en plus pour ceux qui connaissent Terraform. En fait, ça va créer un storage account et un blob container dans votre souscription Azure pour stocker le TF state de Terraform depuis la GitHub Action. Pour ceux qui découvrent Terraform, en fait, pour que Terraform fonctionne, il a besoin d'une espèce de mini base de données où il sauvegarde ce qu'il a fait. Si vous l'exécutez en local, cette base de données elle va être stockée en local. Si on l'exécute dans la GitHub Action, elle va être exécutée en local dans la GitHub Action. Mais du coup, la prochaine fois qu'on va réexécuter la GitHub Action, la base de données a été perdue, puisque en fait, à chaque fois qu'on a fini d'exécuter une GitHub Action, tout est wipé. Et donc, du coup, en fait, on va venir dire à Terraform, stocke. Au lieu de stocker cette configuration locale, tu la stockes dans Azure. Comme ça, n'importe qui peut exécuter ce Terraform en ayant les droits, bien évidemment, depuis n'importe quel poste ou depuis n'importe quelle GitHub Action, et ça va fonctionner. Et donc là, maintenant, on va pouvoir pusher ma branche, et en fait, ça va déployer tout pour nous. Donc, je l'ai fait. On va le voir juste avant le meetup. Donc là, vous voyez, ça c'est ce que je viens de faire, le commit que je viens de faire et que je viens de pusher. Il y a 16 secondes. Et puis il y a 1 heure,
j'avais fait sur une autre branche, env-w, le même commit, la même commande. Et donc la GitHub Action, c'est exécuté pour appliquer le Terraform. Donc ça veut dire créer l'ensemble des ressources dans la souscription Azure. Et là, vous l'avez vu, dans Nubgen, en fait, j'ai juste dit, moi, ce que je veux, c'est une web app avec un Docker. C'est tout ce que j'ai eu à dire. Et en fait, ce que ça a fait en réalité, si je reviens sur mon ressource groupe que j'ai créé du coup tout à l'heure, c'est que ça a créé tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ça? Il vous faut une container registry, puisqu'en fait, on va venir builder notre conteneur Docker dans la GitHub Action. Et ensuite, cette image-là, on va venir la pousser sur une registry privée dans votre souscription Azure. Il faut un app service. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait utiliser d'autres services Azure pour stocker des conteneurs, comme bien évidemment AKS, Azure Kubernetes Services, ou Azure Container Apps. Pour l'instant, on n'implémente que Azure Web App. Mais pour utiliser Azure Web App, il faut un app service plan, qui est en fait la VM entre guillemets qui exécute votre Web App. Et puis, si on veut du monitoring, il faut rajouter Azure Application Insight. Donc, en fait, ça a créé tout ça pour vous, sans qu'on ait rien eu à faire. Et comme vous le voyez, il y a plein de choses, en parlant de déployer bien, il y a plein de choses qui ont été faites pour vous. On a une convention de nommage qui respecte un certain nombre de standards, qui est basé, pour ceux qui connaissent, sur CAF, Cloud Adoption Framework. On a fait des tags qui vous permettent de savoir quelle est l'application qui a été déployée, quel est l'environnement, que ça a été fait par Terraform et que cette fameuse base de données Terraform, elle est stockée dans ce storage account-là avec un nom aléatoire qu'on a généré nous-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, l'application, alors on va voir d'ailleurs, normalement l'application elle marche. Suspense. C'est le moment où on fait semblant d'avoir un problème de connexion Internet. Non, ça y est, ça fonctionne. Donc c'est juste une page statique pour l'instant. Donc voilà, je vous présente en avant-première Scuba Spotter, qui est une appli pour pouvoir trouver des super endroits pour faire de la plongée sous-marine. Donc l'appli fonctionne, mais en fait, on n'a pas eu trop à connaître Azure. Parce que là, je suis allé dans le portail pour vous expliquer, mais finalement, j'aurais pu me contenter d'avoir la CLI, de me loguer, d'exécuter Nubgen, et c'est tout. J'aurais pas eu besoin d'aller sur Azure. Et il y a un grand nombre de bonnes pratiques qui sont déjà implémentées pour que quand votre projet va grossir, mais quand vos connaissances aussi de Azure vont grossir, finalement, vous vous aperceviez que les choses ont été, entre guillemets, bien faites. C'est-à-dire que l'infrastructure as code, vous allez pouvoir avancer dessus, continuer à faire grandir votre projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut faire là. Donc là, je suis en démo, la branche elle est pushée, et on va voir si ça a été déployé le temps que je parle. Non, mais on ne doit pas être loin. Ça se trouve, c'est la dernière étape. Oui, non, 3 minutes 39, on a eu un petit peu de temps à mettre l'agent. Là, l'appli que j'ai faite, elle se déploie en à peu près 4 minutes. Moi, je trouve ça relativement long. L'une des explications, c'est qu'il faut créer la conteneur registry. Et ça prend un petit peu de temps, ça, aujourd'hui, encore sur Azure. Donc, on va revenir dessus dans quelques instants, mais le temps que ça se déploie, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va... parce que là, en fait, il y a plein de choses qu'on a faites que vous n'avez pas forcément vues. Mais comme on a versionné les choses, comme on a de l'infrastructure as code et que c'est dans Git, on peut versionner les choses. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut faire add db, donc je vais ajouter une nouvelle branche. Je vais revenir sur mon Nubgen. Et là, en fait, j'ai les mêmes choses qui sont sélectionnées, sauf que je vais ajouter, par exemple, une base de données Azure SQL, et puis je vais ajouter un blob storage. Je vais recopier le curl, je le réexécute. Donc là, ça va me régénérer mon projet. Et alors, je vais... Hop. Il m'a mis que ça.
Service ADB. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est moi. C'est moi. On a un petit bug dans le GUI. Il faut que je reclique sur copy curl. Et je suis en train de refaire l'UI en Blazor, WebAssembly, pour info. Je sais qu'il y en a qui sont curieux de ce produit-là. Donc bientôt, on aura une nouvelle UI. Donc là, j'ai régénéré l'application. Et donc, on voit du coup que ça m'a rajouté des modules. Ça a modifié mon main en m'ajoutant des infos de configuration et puis 2 modules supplémentaires. Donc là, je vais pouvoir faire infra. Hop, non, pardon, c'est pas ça. Add storage. Oh, oui, bien sûr. C'est moi qui oublie de faire ça. Hop. Je push cette branche et puis je fais une pull request. Et je vais aller le merger dans démon. Et donc du coup, si je reviens, ça a créé mon projet. Hop là. Donc là, juste pour vous montrer ça, c'est celui que j'ai créé donc pour vous là tout à l'heure. Vous voyez, il y a 7 minutes. Si je vais dans display information, ça va me donner les infos sur Azure, notamment le resource group dans lequel on a déployé les choses, le nom de l'application, l'URL. Et donc là, l'URL, on va l'ouvrir le temps que ça se charge, parce que c'est le premier chargement du conteneur, c'est un petit peu lent juste après le premier déploiement. Vous voyez que j'ai ma pull request qui a été créée, et du coup, je vais pouvoir avoir quelqu'un qui revoit les changements, qui relie les changements d'infrastructure qui ont été faits. Donc on génère pour vous dans la doc, en fait on génère de la doc et un README, et donc vous pouvez retrouver l'URL qui a permis de générer votre configuration à vous. Et puis là on voit clairement dans le main ce qu'on a modifié. Donc ça c'est assez cool je trouve, parce que ça permet à tout le monde, même des gens qui ne connaissent pas l'infrastructure as code, finalement de s'y mettre et d'avoir des bonnes pratiques et puis de commencer à faire son projet et même de faire évoluer son projet. Et du coup, si je merge la pull request, de toute façon, je suis seul sur le repo, donc je fais ce que je veux. Hop. Et bien en fait, ça c'est la partie GitOps. Je suis venu modifier une branche qui est une branche de déploiement. Et donc, du coup, ça va trigger automatiquement un nouveau déploiement de l'infrastructure. Et là, donc, on voit la page qui a changé. Si vous voyez en haut, Scuba DevApps-démo, alors que là, mon truc tout à l'heure, c'était Scuba Warm-W, ce que j'avais fait avant de vous faire la présentation. Et donc là, si on attend quelques minutes, ça va se déployer, mais ça va juste du coup ajouter la base de données et le storage account. Et l'une des choses qui est cool dans la philosophie GitOps, GitOps c'est avant tout une philosophie, même s'il y a plein d'outils pour le faire, y compris dans Kubernetes, il y a tout un écosystème pour pouvoir faire du GitOps. Mais une des notions, c'est que on peut avoir, c'est pas une obligation, mais on peut avoir en fait une branche qui correspond à un environnement. Et donc là, en fait, j'ai créé une branche, si on est dans mon code faces, j'étais tout à l'heure sur la branche env-démo. En fait, on a fait une convention dans Nubgen qui est que toutes les branches qui s'appellent env-quelque chose sont des branches d'environnement. Donc du coup, si je veux, à partir de la démo, si je veux créer une branche de prod, en fait, je fais env-prod. Voilà. Créer une branche en prod depuis en démo. Et si je retourne dans GitHub Action, là, j'ai une nouvelle sur la env-prod. J'ai une nouvelle branche, j'ai un nouveau déploiement qui est en train de se faire, qui va me créer un nouvel environnement, donc un nouveau resource group, des nouvelles ressources. Ça va automatiquement changer le nom de toutes les ressources, puisqu'on a, par convention de nommage, on a le nom de l'environnement dans la ressource. Et donc, du coup, si on attend
encore quelques minutes, et là, on aura tous nos environnements qui ont notre env démo qui aura été updaté avec les dernières mises à jour, et notre env prod qui aura été déployé. Donc déployer vite, à vous de juger si c'est déployé assez vite. Déployer bien, on a vu un certain nombre de choses qui font que les choses sont bien, et il reste déployer pas cher ou gratuitement. Nubian, c'est un produit qui est gratuit, qui est accessible à tous. Il n'y a pas de coût là-dessus. Évidemment, il y a le coût des ressources Azure, ça c'est votre propre souscription. Et le projet est entièrement open source. Et donc, vous pouvez forquer, contribuer à ce projet si vous voulez. On a quelques issues avec un tag Good First Issue pour nous aider à contribuer là-dessus. On utilise aussi les nouveaux projets dans GitHub pour pouvoir faire la planification. Donc en fait, vous avez notre roadmap qui est là, et puis vous avez les deux prochaines versions, la version 0.10 sur laquelle on travaille pour juin, et 0.11. Ah non, je n'ai pas sauvegardé la mise à jour. On a c'est 0.12, il faut que je supprime ça. 0.12, c'est la version pour laquelle on travaille pour juin, et 0.13, c'est la version pour laquelle on travaille pendant l'été, avec notamment une nouvelle interface, parce que celle que vous avez vue ici, j'ai un peu honte de cette interface pour tout vous avouer, mais c'est le POP qui est parti en prod. Voilà, hein. Même nous on fait ça. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui marchent pas très bien en mobile, sur un petit écran ça marche pas bien. Donc voilà, donc on est en train de refaire une nouvelle UI plus propre. Et surtout en fait, je sais pas si vous avez remarqué avec le curl, et je finirai là-dessus avant d'ouvrir le micro, mais en fait Nubgen est finalement qu'une API de génération d'infrastructure as code. Alors en fait, tout ce que je fais en remplissant là les différents champs, c'est concaténer les bons paramètres qu'il faut pour passer à l'URI. Ça veut dire que ça, en fait, vous pouvez l'intégrer ailleurs. Et pour vous montrer un exemple concret, je ne sais pas si vous connaissez Melisearch. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Melisearch. N'hésitez pas à le dire dans le chat. C'est un moteur de recherche pour faire de l'autocomplete. Donc, c'est pas vraiment un concurrent d'Elasticsearch, ils sont plus dans essayer de refaire l'interface de de Bing, dans vos propres applications. Et dans leurs docs, si vous allez dans leurs docs, ils ont bien évidemment un quick start. Et dans le quick start, il y a déployer sur Azure. Et en fait, le bouton là, le bouton bleu Deploy to Azure, en fait, ça lance quelque chose qui a été généré par Nubgen. Voilà, pour vous montrer le genre de choses que l'on peut faire, avec. Et la dernière chose que je vous dis, après j'arrête d'être aussi bavard que ça, c'est que c'est vraiment, et vous pouvez aller voir le code est open source, donc n'hésitez pas à nous mettre une petite étoile. On n'est pas loin des 200, on est à 192. Mais surtout, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est vraiment de la génération de code. C'est pas comme beaucoup d'autres projets, parce qu'on n'est pas les seuls à essayer de faire ça. Il y a plein de projets où en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un gros repository de modules ou un gros repository de templates, et en fait, ils vont juste vous piquer les bons templates que vous avez sélectionnés. C'est pas notre cas. Par exemple, si je prends le Terraform App Service, en fait, on utilise un langage de templating Moustache qui, à l'origine, est plutôt fait pour générer du HTML que d'autres choses. Et en fait, on va venir générer les modules, générer les codes des modules en fonction de ce que vous mettez. Du coup, on est capable de faire des choses assez puissantes, notamment en un clic, passer de la config par défaut à tout mettre dans un VNet. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà fait de l'Azure, configurer un VNet, mettre la base de données dans le bon VNet avec le bon subnet, le bon préfixe, et connecter l'app service à la même chose, et le storage account, et faire en sorte que la CI/CD puisse se connecter à l'intérieur de ce VNet pour déployer ce qu'elle a déployé, c'est pas très facile. Nous, c'est une option. Et comme on génère le code, c'est très facile pour nous de gérer ce genre de choses.
Voilà, je crois que j'ai bien parlé. Et donc maintenant, j'arrête un peu de parler et je suis là pour répondre à vos questions, pour discuter tout simplement de ce que je vais présenter et savoir si j'ai accompli le vite et bien et gratuit. Bah, en tout cas, je pense. Tout ce qui est déploiement, effectivement, je pense que ça a été couvert. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu non plus des questions dans le chat, donc je vais dire, n'hésitez pas, dites-moi. Dites-moi si vous avez une question. Ben, ouvrez le micro, parlez. C'est le plus simple. Du coup, si j'ai bien compris, il y a deux cibles par rapport à cette application. Tu as ceux qui veulent utiliser l'application pour justement générer leur déploiement, et tu as ceux, comme tu t'as montré sur l'autre site, je ne sais plus, qui ont généré l'URL et qui le mettent à disposition à tout le monde pour qu'en un clic, on puisse déployer sur Azure et l'application sur Azure et qu'on n'ait rien de... Voilà, quoi, que ça marche. C'est deux sites différents, si j'ai bien compris. Et... Alors, il y Je sais pas si vous... a... mais... Il y a un peu plus de cibles que ça. On a plein d'idées pour ce projet. On a un petit peu de temps de travail. On a la chance d'avoir un petit peu de temps de travail pour le concrétiser, mais ce n'est pas notre job principal avec Julien. La première cible, ce sont les gens qui débutent sur Azure, qui connaissent rien. Et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils se prennent, entre guillemets, alors qu'ils veulent potentiellement faire quelque chose d'assez simple parce que on a une appli en PHP ou en ASP.NET LVC, on veut une base de données SQL et puis peut-être un bloc storage pour stocker 3 images. C'est pas compliqué, mais finalement, quand on n'y connaît rien au cloud, etc., ou quand on est dev, qu'on n'a jamais fait de hosting, il peut y avoir une courbe d'apprentissage en fait qui est assez élevée, alors que souvent, ce qu'on veut, c'est juste que on le déploie et ça fonctionne. Donc, on veut aider ces gens-là, en fait, à avoir leur qui fonctionne, qui tourne, et à leur laisser à lisser cette courbe d'apprentissage. Voilà. Et pour autant, parce qu'avec Julien, on a travaillé sur de vrais projets de prod pendant des années, qu'on a dû maintenir, etc. On sait ce que c'est, on sait les écueils qu'on peut avoir plus tard. Donc, on essaie au maximum, voilà, de faire les choses simples, mais bien en arrière-plan, pour que quand les gens vont progresser ou le projet va grossir, ils se disent ah oui, bon, c'est bon, c'est pas une boîte noire en fait que j'ai pu utiliser une fois qui était cool, mais ensuite je suis obligé de la jeter, je suis obligé de tout refaire. On veut vraiment éviter ça. Et c'est pour ça qu'on génère pas mal de choses qui sont incluses dans l'output de la génération, pour que vous ayez le maximum de choses qui soient à votre disposition, que le code soit commenté, qu'on génère des readme, et on va travailler encore plus sur cette partie-là, pour que les gens puissent vraiment prendre en main le code qu'on a généré, pour que ça devienne le leur. Après, l'idée de l'API, c'est l'idée d'avoir plusieurs interfaces. Par exemple, on a fait des POC pour avoir ça directement intégré à Visual Studio Code. On installe une extension VS Code et puis on appuie sur un bouton qui est déploy correctement sur Azure. Et puis ça génère la config Terraform ou Bicep, ça configure Git, et comme on est déjà logué dans Azure et dans Git au sein de VS Code, on n'a pas besoin de gérer tout de se reloguer, de télécharger la ZCLI et tout ça. On a d'autres projets en cours dont je ne peux pas encore parler, mais en fait où des gens vont intégrer Nubgen à leur propre produit, qui fait d'autres choses, mais pour gérer en fait la partie déploiement de l'infrastructure. Et après, l'exemple de MediSearch, c'est un des exemples d'intégration externe qu'on commence à pousser. L'idée, c'est que en fait, moi, je vois passer beaucoup de projets open source où soit il n'y a pas de doc pour le déployer dans Azure, soit il y a une doc, mais les 3 quarts du temps, la doc, c'est créer une machine virtuelle et déployer ça, et machin, etc. Alors qu'on sait qu'il y a un meilleur endroit en fait pour déployer le projet open source que se monter une VM et devoir la maintenir et tout ça. Donc on est en train de réfléchir à c'est en partie pour ça qu'on fait la nouvelle UI web, en fait, où globalement, à la fin, quand tu arrives à la fin du formulaire, tu peux faire télécharger ou tu peux faire générer un bouton de deploy to Azure pour mon projet open source. Et après, l'autre truc qu'on n'a pas encore travaillé, mais on est en train de faire un travail de fond, de refonte pour pouvoir le déclencher, c'est que Nubgen, c'est bien, mais on couvre un nombre de cas limité. On a choisi, dans la convention de nommage, on a fait des choix. Par exemple, on n'inclut pas la région dans la convention de nommage.
Et on se dit en fait qu'il y a des web agencies, des éditeurs, des ESN, des gens comme ça, des partenaires Microsoft, qui auraient besoin d'un NubGen avec 95% de NubGen et 5% d'un truc à eux. Un nouveau composant ou une règle de nommage qui n'est pas la même ou un tag qui est différent. Et donc, on est en train de réfléchir aussi à ce scénario-là, à se dire comment, en fait, voilà, des grosses sociétés de services, ou des petites, là d'ailleurs, pourraient installer chez eux, enfin déployer chez eux une version de NubGen légèrement customisée, tout en bénéficiant de toutes les mises à jour qu'on fait nous dans les templates. Ok, ben, tout ça me semble bien clair aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, il nous reste 3 minutes, donc je propose de toute façon d'arriver tout doucement à la fin, de conclure comme ça ici. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, toi, que tu voulais, Christopher, que tu voulais soulever. À part une petite étoile si vous aimez bien le projet, on utilise GitHub Discussion aussi. Donc, si vous avez des questions sur le projet, etc., ben, on a des issues qui sont ouvertes et les GitHub Discussion pour, voilà, si vous avez des idées ou des scénarios que vous voulez partager, avec plaisir. Ok, ben et on mettra le lien évidemment aussi du GitHub, comme ça, toutes les personnes qui ne sont pas là mais qui entendraient ça par après pourraient effectivement y retourner aussi. Merci beaucoup en tout cas, et je propose à tout le monde de passer une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et pour un nouveau sujet de discussion. À bientôt. Salut. Merci Christopher. Salut.